Quand le passé se réveille, la première lettre. La lettre arriva un lundi matin, dans une salle de tri de la poste centrale d'une grande ville de la côte ouest, que nous appellerons Bay Ridge. Au début, ce n'était qu'une enveloppe parmi des milliers. Papier jauni, timbres ordinaires, écriture manuscrite légèrement penchée. Rien, à première vue, ne la distinguait du flot quotidien de factures, de publicités et de cartes postales oubliées. C'est en salle de rédaction, quelques heures plus tard, que tout changea. Le courrier était adressé au Chronicle Bay Ridge, un quotidien régional. Le journaliste stagiaire ouvrit machinalement l'enveloppe, cherchant un communiqué quelconque ou un courrier de lecteur. À l'intérieur, une feuille blanche, soigneusement pliée, sans en-tête, sans signature. Seulement une phrase, écrite en lettres capitales tremblées. « Je suis de retour. Vous avez oublié les constellations. Signe, Z. » En bas, comme un clin d'œil sinistre à l'histoire criminelle du pays. Un petit symbole dessiné au stylo noir. Un cercle traversé par une croix. Le même symbole que le monde entier avait vu des décennies plus tôt sur les lettres du Zodiac Killer. Le sang du jeune journaliste se glaça. Il connaissait le nom. Tout le monde le connaissait. Le Zodiac, le tueur en série qui avait terrorisé la Californie dans les années 60 et 70, qui avait nargué la police et la presse avec des lettres codées, des cibles au hasard, des symboles mystérieux. Un tueur jamais identifié, devenu presque un mythe urbain à l'échelle mondiale. Le rédacteur en chef fut appelé, puis le chef de la rubrique faits divers, puis, très vite, la police. Le papier fut glissé dans une pochette en plastique transparente, comme si le simple contact pouvait réveiller un spectre. La salle de rédaction, lieu de bruit et de routine, prit soudain des airs de scène de crime. Au commissariat principal de Bay Ridge, l'inspectrice Élise Marchand, transférée récemment d'une unité de crimes violents, fut chargée de l'affaire. Au départ, elle résista à l'idée même de lui donner ce nom, mais les mots passaient déjà de bouche en bouche. Ils ont reçu une lettre du Zodiac. Ça recommence. Un copycat, c'est obligé. Élise ne croyait pas aux fantômes. Elle croyait aux dossiers, aux preuves, aux erreurs humaines. Pour elle, quelqu'un, quelque part, avait écrit cette lettre pour une raison précise. Canular, provocation, projet morbide, elle ne savait pas encore. Mais elle savait une chose, rejouer le Zodiac. C'était toucher à une zone très particulière de la psyché collective. Un mélange de fascination, de peur et d'obsession. La lettre fut immédiatement envoyée au laboratoire de police scientifique. Analyse d'encre, de papier, relevé d'empreintes, recherche de microtraces, tentative d'extraction d'ADN à partir de la salive du timbre ou du rabat. En parallèle, on demanda discrètement à un expert en criminologie de comparer la formulation avec les lettres originales du Zodiac. Les premiers résultats furent frustrants. Papier ordinaire, marque distribuée dans la plupart des supermarchés. Stylo habillé de noir, encre standard. Pas d'empreinte nette, seulement des traces partielles inutilisables. ADN sur le timbre, mais mélange complexe, probablement contaminé par la chaîne postale. Pour les enquêteurs, ce n'était encore qu'une ombre. Rien qui la relie à un visage, à une adresse, à une voix. Juste un symbole, un Z, et une phrase « Je suis de retour ». Le plus inquiétant, ce n'était pas la lettre elle-même, mais ce qu'elle réveillait. Des journalistes commencèrent à fouiller dans les archives. Anciens crimes non résolus, livres sur le Zodiac, théories, conspirations. Le passé se réinvitait dans le présent. La question planait. Était-ce un simple plaisantin macabre, quelque étudiant en mal de frisson, ou était-ce la première goutte d'encre d'un nouveau chapitre sanglant? Les lettres du vide, escalade silencieuse. La deuxième lettre arriva 10 jours plus tard. Même destinataire, le Chronicle Bay Ridge. Cette fois, l'enveloppe contenait non pas un simple message, mais un texte plus long, accompagné d'un petit fragment de ce qui semblait être une photo en noir et blanc découpée au ciseau. La lettre commençait par une phrase glaçante. « Vous ne m'avez pas pris au sérieux, alors regardez le ciel. Il manque une étoile. » Le texte se poursuivait dans un style étrange, mélange de lyrisme maladroit et de menaces voilées. Le rédacteur s'auto-proclamait « celui qui parle au nom du vide », affirmait que la société n'avait rien appris du passé,
que les hommes avaient oublié la peur, qu'il fallait réécrire la nuit pour que les gens se souviennent. Le fragment de photo montrait ce qui ressemblait à un morceau d'un banc public, un coin de trottoir, une chaussure floue. Impossible de dire S, il S, agissait D, une scène récente ou D, une image ancienne récupérée quelque part. Mais le simple fait que le Z joigne une preuve réelle ou fabriquée faisait monter le niveau de menace. Les autorités décidèrent de ne rien rendre public. Officiellement, il ne se passait rien. Officieusement, une cellule dédiée fut créée, regroupant police locale, services fédéraux et experts en profilage. Le dossier prit un nom interne, Projet Constellation. Pourtant, le Zodiac Copycat, car CIE, est ainsi que les enquêteurs commencèrent à le surnommer, ne se contenta pas de la presse. Une troisième lettre fut adressée à une station de radio locale, une quatrième à une chaîne régionale. Toujours la même signature, Z. Toujours des allusions aux étoiles, au vide, aux messages cachés. Puis vint la cinquième lettre. Cette fois, elle faisait référence à une date précise et à un lieu, le 14 à minuit, le long de la rivière. Une nouvelle constellation naîtra. Si vous êtes lent, vous ne verrez que le cadavre. La menace n'était plus abstraite. Elle évoquait un événement, peut-être un meurtre planifié. Les services de police furent immédiatement mobilisés. Patrouilles renforcées le long de la rivière, surveillance discrète, équipes en planque. Ce qui avait commencé comme un possible canular devenait une alerte opérationnelle. Le 14 au soir, Bay Ridge retenait son souffle sans même le savoir. La plupart des habitants ignoraient tout ni ignoraient tout. La presse n'avait pas le droit de publier. Mais au sein de la police, la tension était palpable. Si rien ne se passait, on crierait au ridicule. Si quelque chose se produisait, on parlerait d'échec. Minuit passa. L'eau de la rivière glissait dans l'obscurité, seulement éclairée par quelques lampadaires et les phares aussi lointains des voitures. À 00h17, l'appel radio tomba comme une pierre dans un puits. Centrale, ici, unité 24, on a trouvé quelque chose. Rive nord, sous le pont est, une silhouette, inerte. Sur place, les agents découvrirent le corps d'un homme d'une trentaine d'années, allongé près de l'eau, la poitrine ensanglantée. À côté de lui, posé avec une précision presque théâtrale, un petit carton blanc, plastifié pour résister à l'humidité. Sur le carton, le symbole du zodiaque, dessiné au marqueur noir, et une phrase « Une étoile de moins ». La panique, cette fois, ne pouvait plus être contenue. Même si les autorités tentèrent de garder le contrôle de la narration, l'information fuit. Des rumeurs circulèrent sur les réseaux sociaux, sur des forums de true crime, dans des groupes obsédés par les anciens dossiers du Zodiac. Et une question, martelée sans cesse, s'imposa. Était-ce le geste d'un véritable tueur copycat, ou un meurtre ordinaire récupéré par un esprit malade pour se donner une identité? L'enquête technique, lettres, encre et fantômes postaux. Pour Élise Marchand et son équipe, l'affaire bascula à ce moment-là dans une autre dimension, celle des méthodes techniques. Il ne s'agissait plus seulement de lire des lettres inquiétantes, mais de démontrer, par la science et la logique, s'il existait un lien direct entre ces lettres et le meurtre au bord de la rivière. Le laboratoire de police scientifique devint le cœur silencieux de l'enquête. Les enveloppes, les feuillets, le carton trouvé près du corps, tout fut recensé, photographié, étiqueté, scellé. Chaque pièce de papier devenait un terrain microscopique d'exploration. Les techniciens commencèrent par les analyses classiques. Comparaison d'encre, spectrométrie pour identifier la composition chimique des encres, voir si toutes les lettres provenaient du même stylo ou si plusieurs instruments avaient été utilisés. Analyse du papier, épaisseur, fibre, marque d'eau éventuelle, provenance possible. Recherche d'empreintes, poudre, vapeur cyanoacrylate, révélateur chimique, ADN, extraction à partir des rabats cobo d'enveloppes, des timbres, des bordres du carton. Les résultats dessinèrent un paysage complexe. Les encres présentaient des profils proches, compatibles avec un même type de stylo à billes utilisé de façon répétée. Le papier, lui, provenait de lots différents, mais tous accessibles en grande distribution. Pas de luxe,
pas de marque rare. Un choix qui traduisait un certain sens de la prudence. Elle, ADN, fut une des grandes déceptions. La plupart des échantillons contenaient des mélanges impossibles à interpréter clairement. Au fil du parcours postal, trop de mains avaient touché ces enveloppes. Les rares profils partiels récupérés ne correspondaient à aucune entrée exploitable dans les bases nationales. Un autre axe de travail devint alors central, l'analyse linguistique et stylistique. Deux experts en linguistique forensique furent sollicités. Leur mission, comparer les lettres du Zodiac Copycat avec les lettres historiques attribuées au Zodiac Killer ainsi qu'entre elles. Ils relevèrent plusieurs éléments troublants. Répétition d'images célestes, étoiles, constellations, vide, ciel noir, usage de majuscules pour certaines phrases, imitant le style ancien, erreurs volontaires d'orthographe rappelant celles des lettres originales, mais parfois placées de manière artificielle, comme si l'auteur copiait un effet plutôt que d'écrire naturellement. En d'autres termes, le copycat jouait un rôle. Il imitait, pastichait, performait une identité criminelle. Mais derrière cette imitation, un certain style personnel l'affleurait. Des tournures, des répétitions, des obsessions lexicales laissaient penser à une seule et même main. Les enquêteurs combinèrent ces analyses avec des données postales. En retraçant les codes d'acheminement, en examinant les cachets, ils identifièrent une zone des G origine probable, un périmètre des environ 10 km² en périphérie de Bay Ridge. Une banlieue grise, mélange de petits lotissements, de zones commerciales et d'entrepôts, c'est là qu'entra en jeu le profilage géographique. En utilisant la localisation des boîtes aux lettres utilisées, des bureaux de poste impliqués et en croisant avec le lieu du meurtre, un criminologue élabora une carte de probable base d'opération. Le centre du cercle tombait sur une zone résidentielle modeste, ni riche ni pauvre, sans caractéristiques évidentes. À ce stade, l'enquête restait suspendue entre deux réalités. D'un côté, un tueur peut être responsable d'au moins un meurtre, jouant avec l'imaginaire d'un criminel légendaire. De l'autre, un mythe en formation, nourri par la peur et par le souvenir du Zodiac original. Les lettres continuaient d'arriver, plus rares, plus cryptiques. Certaines contenaient des fragments de symboles, comme des débuts de cryptogrammes. Les experts tentaient de les déchiffrer, mais la difficulté résidait dans une question fondamentale. Était-ce un code sérieux, pensé, structuré, ou un amas de signes sans véritable solution, une illusion de profondeur destinée à impressionner? Pour Élise, une conviction grandissait. Peu importe que les codes soient réels ou non. Ce qui comptait, c'était les faits. Le copycat ne cherchait pas seulement à tuer, il cherchait à envahir la pensée, à se glisser dans les cauchemars de la ville. Traque dans l'ombre, suspect, fausses pistes et fractures. Face à la pression croissante, médiatique, politique, psychologique, la cellule, projet constellation, dut passer de l'analyse technique à une traque ciblée. À partir de la zone géographique identifiée et du profil linguistique, une liste de suspects potentiels fut dressée. Les critères étaient multiples. Hommes entre 20 et 50 ans. Statistiquement, les plus probables dans ce type de crime. Habitant dans le périmètre postal identifié, présentant un intérêt marqué pour les affaires criminelles, en particulier le Zodiac. Ayant accès à du matériel d'impression, des photocopieuses ou travaillant dans des domaines liés à l'écriture, la logistique ou les services postaux. Très vite, une dizaine de noms sortirent du lot. Parmi eux, un professeur de littérature obsédé par les serial killers, écrivant sur les mythes modernes, un employé de poste au comportement parfois instable, connu pour ses accès de colère, un développeur informatique actif sur des forums de true crime, utilisant des pseudonymes évoquant des constellations, un ancien étudiant en mathématiques ayant abandonné l'université, vivant replié chez ses parents, collectionnant des coupures de presse sur les grands crimes non résolus. Chaque suspect fut discrètement surveillé. Filature, écoute téléphonique autorisée, récupération de déchets pour analyse ADN, observation de leur routine. Mais chaque fois qu'un profil paraissait prometteur,
Un détail venait contredire l'hypothèse. ADN incompatible, alibi vérifié, absence totale de corrélation temporelle avec l'envoi des lettres. La frustration monta. Certains enquêteurs commencèrent à douter de l'existence même d'un lien certain entre le meurtre au bord de la rivière et le copycat. Et si un tueur opportuniste avait simplement emprunté le symbole pour brouiller les pistes? Et si le copycat, partout présent dans les lettres, n'était nulle part dans la réalité physique? Au sein de l'équipe, des tensions apparurent. Les uns voulaient communiquer davantage, prévenir le public, espérant ainsi recueillir des témoignages. Les autres craignaient qu'une médiatisation incontrôlée ne crée un effet boule de neige. Faux aveux, plaisantins, multiplication de lettres imitatives. L'inspectrice Élise Marchand se trouvait au centre de ce conflit. Elle devait maintenir l'équilibre entre la prudence scientifique et la nécessité d'avancer. Une nuit, seule dans son bureau, elle relut toutes les lettres du copycat, l'une après l'autre, cherchant non plus un indice matériel, mais un rythme, une respiration. Elle nota que certains passages semblaient presque désespérés. Derrière les menaces, une forme de plainte, comme si l'auteur se sentait invisible et cherchait par la peur à arracher au monde une attention qu'il n'avait jamais obtenue autrement. La piste psychologique se renforçait. Un individu probablement intelligent, mais socialement isolé. Un ego fragile qui se nourrit de l'ombre d'un monstre plus grand que lui. Un besoin de reconnaissance, même négative, déguisé en croisade contre la banalité. Pourtant, malgré ce profil assez net, aucun suspect ne collait parfaitement. La traque semblait tourner en rond. Puis survint un événement qui fit vaciller toute la construction. Un soir, une nouvelle lettre arriva, non plus à un média, mais directement à la police. L'enveloppe était adressée à Élise par son nom, orthographiée correctement. À l'intérieur, quelques lignes. « Tu me cherches dans les rues. Tu ne vois pas que je n'existe que dans tes dossiers. Vous avez créé le Zodiac Copycat en parlant de lui. Je ne fais que jouer le rôle que vous m'avez écrit. » La lettre se terminait par un paragraphe plus troublant encore, suggérant que le meurtre au bord de la rivière n'était peut-être pas de son fait. Ou peut-être que si, formulé de manière suffisamment ambiguë pour empêcher toute certitude. En quelques phrases, le copycat venait de poser la question la plus dangereuse dans toute enquête. Et si le mythe comptait plus que la vérité? Au cœur de la psyché, qui veut devenir un monstre? Pour tenter de comprendre le Zodiac Copycat, les enquêteurs durent accepter de déplacer la question. Au lieu de demander seulement « qui est-il ?», ils durent se demander « pourquoi quelqu'un voudrait-il devenir lui ?» Les experts en psychologie criminelle furent unanimes sur un point. Les copycats ne naissent pas dans le vide. Ils naissent dans un écosystème culturel saturé de récits, de films, de livres, de forums, de podcasts. Dans ce monde, les grands tueurs deviennent des figures quasi mythiques. Ils ont des surnoms, des symboles, parfois même des fans. À force de répéter leurs histoires, la société finit par construire un théâtre mental, où certains esprits fragiles vont chercher une identité. Là où d'autres cherchent un héros dans un joueur de football ou un artiste, certains cherchent une référence dans un tueur. Le Zodiac original, avec ses lettres codées, ses symboles, son anonymat, offre un matériau particulièrement puissant pour ce type de fantasme. Il combine intelligence apparente, théâtralité, aura de mystère jamais résolu. Il est l'ombre parfaite dans laquelle se glisser. Le Zodiac Copycat décrit dans ce dossier semble correspondre à ce modèle. Une obsession pour les lettres et les symboles. Un style dramatique, presque poétique, mais bancal. Une mise en scène calculée du vide, des étoiles, du ciel nocturne. Une fascination évidente pour le fait être celui dont on parle sans jamais être vu. Psychologiquement, on peut imaginer un individu qui se sent insignifiant, effacé. Peut-être quelqu'un qui n'a jamais réussi à se distinguer ni dans sa famille, ni à l'école, ni au travail. Les copycats ne sont pas toujours les esprits les plus brillants. Parfois, ce sont des personnes ordinaires qui choisissent la violence comme raccourci vers l'importance. Il y a aussi la dimension du pouvoir sur la narration. En envoyant des lettres aux médias et aux autorités, le copycat se place au centre d'un récit qu'il contrôle en partie.
Il décide du moment où la peur monte, des mots qui seront analysés, des symboles qui seront interprétés. Il devient, à sa manière, le scénariste secret d'un film invisible. Mais un autre aspect, plus dérangeant encore, transparaît. Le copycat semble conscient du rôle que jouent les institutions, police, médias, experts, dans la construction de sa propre légende. Quand il écrit à Élise « Vous avez créé le Zodiac Copycat en parlant de lui », il touche à un point sensible. Il suggère que sans cette obsession collective pour le tueur original, lui-même n'aurait jamais existé. On entre ici dans une zone grise, presque philosophique. Où est-ce arrête la simple médiatisation et où commence la participation involontaire à la création de quoi un mythe dangereux? En donnant un nom au copycat, en lui consacrant une cellule, en mobilisant des ressources, ne le renforce-t-on pas? Pour autant, il serait trop simple de dire que la société fabrique le criminel. Les choix individuels restent au centre de la responsabilité. Beaucoup de gens lisent des livres sur le zodiaque, regardent des documentaires, fréquentent des forums et ne deviennent jamais des criminels. Ce qui distingue le copycat, c'est probablement la fracture interne, le mélange toxique entre fragilité narcissique, colère diffuse et besoin de contrôle. Il ne veut pas seulement exister, il veut que le monde entier reconnaisse son existence en ressentant quelque chose de précis, la peur. Dans ce cadre, la question tueur réel ou mythe prend une nuance nouvelle. Même s'il n'avait commis aucun meurtre, le copycat serait déjà une force psychologique réelle, une présence dans les esprits. Et s'il a tué, une fois, plusieurs fois, cette réalité physique se mélange au récit qu'il s'invente, jusqu'à ce que la frontière entre les deux se brouille. Tueur réel ou mythe, ce qui reste dans le vide. Au terme de plusieurs années d'enquête, le dossier Projet Constellation NXIAN a jamais obtenu ce que elle en attendait, un bon récit policier, un visage clair, un aveu, un jugement, une conclusion nette. Il existe des suspects, des probabilités, des hypothèses plus fortes que d'autres, mais rien qui permette de dire à 100% « c'est lui ». Le meurtre au bord de la rivière, lui, est bien réel. Un homme a perdu la vie. Sa famille vit avec un trou béant, un dossier jamais fermé. Pour eux, la question du Zodiac Copycat n'est pas un jeu intellectuel. Elle est un obstacle à leur besoin de vérité et de deuil. Pour les enquêteurs, le cas est une blessure professionnelle. Ils ont activé toutes les ressources modernes. Analyse ADN, linguistique forensique, profilage géographique, coopération interagence, études comparées avec les lettres historiques du zodiaque. Et pourtant, le vide persiste, un vide que le copycat lui-même semble revendiquer dans ses lettres. Il se décrit comme celui qui vient du néant et celui qui haine existe que sur le papier. Alors que reste-t-il? Il reste d'abord une leçon sur la puissance des mythes criminels. Quand une société érige un tueur au rang de légende, elle court le risque de voir d'autres tenter de revêtir son masque. Le zodiaque original, jamais identifié, reste une figure d'ombre dans laquelle chacun peut projeter ses fantasmes. Le copycat s'est servi de cette ombre comme d'un costume. Il reste aussi une leçon sur les limites de la technologie. Dans une époque où Al Tusk, on croit que tout peut être résolu par une trace ADN, une caméra de surveillance ou un algorithme, ce dossier rappelle que certains crimes ou certaines menaces peuvent rester fondamentalement ambigus. Parfois, il ne manque pas un indice, mais la certitude qu'un indice signifie bien ce que l'on croit. Et puis, il y a la dimension psychologique, presque existentielle. Le Zodiac Copycat, en se définissant par le vide, renvoie à quelque chose de plus large. La peur de ne pas exister, de ne laisser aucune trace. Pour certaines personnes, la visibilité à tout prix, même par le biais de la terreur, devient une solution perverse à cette angoisse. La dernière lettre attribuée au copycat, reçue des mois après le dernier événement, était étrangement courte. Vous voulez un visage, mais le vide n'en a pas. Tueur ou mythe, vous continuerez à me chercher dans vos dossiers. Aucune autre missive ne suivit. Pas de nouvelles scènes de crime avec symbole. Pas de revendication. Le silence, simplement. Mais un silence lourd, habité. Aujourd'hui encore, dans les couloirs de Bay Ridge, certains policiers plus jeunes découvrent ce dossier dans les archives et demandent
Alors, le Zodiac Copycat, c'était un vrai tueur ou juste un mythe? Les vétérans s'haussent les épaules. La réponse qui revient le plus souvent ressemble à ceci. C'était les deux, un tueur peut-être, un mythe sûrement. Et une preuve de plus que parfois, dans le true crime, ce qui nous hante le plus, ce n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on ne saura jamais. La caméra imaginaire de ce documentaire se retire lentement du bureau d'archives, laissant derrière elle un dossier portant un nom en rouge. Zodiac Copycat, lettre du vide. Le vide, lui, reste là, silencieux, à la place du visage que l'on n'a jamais vu.